Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 28. Margaret MacDonald, 4e partie. Elle tombe, Margaret, parce qu'elle est dans une telle impunité, dans une telle notion de pouvoir et de puissance. Véronique Villemain, autrice de La Mondaine. Elle se dit, d'accord, la France, c'est rouge, il y a un warning dessus, c'est dangereux, c'est là où il y a des flics spécialisés, c'est très dangereux. Mais néanmoins, si je fais très gaffe, je peux y aller. Margaret est loin d'imaginer qu'à partir de 2001, les policiers français se sont mis à la pister. On a interpellé une proxénète. Patrick Ivars, ancien chef adjoint de la BRP. Qui, au cours de sa garde à vue, nous a dit « Mais moi, ce que je fais, il y a d'autres qui le font. Et je connais une personne pour laquelle j'ai travaillé qui fait ce que je fais, mais en beaucoup plus grand. » C'est là qu'on découvre, derrière une petite façade d'un réseau quand même, qui est pas de mémoire, peut-être d'une quarantaine, voilà. Daniel Rigour, ancien chef de la BRP. Qu'il y a beaucoup plus grand. Ils vont s'intéresser à Margaret, à son réseau, à voir Véronique Villemain. Petit à petit, à remonter la filière de Margaret, la mettre sur écoute. Et elle va être sur écoute pendant des mois avant de savoir à quel moment elle arrive en France et à quel moment on va pouvoir la serrer. La force de Margaret MacDonald, c'est en même temps sa faiblesse. Patrick Ivars. Sa force, c'est d'être très organisé. Mais sa faiblesse, c'est de l'être trop et de ne faire confiance à personne et de tout faire soi-même. C'est parce qu'elle ne sait ni ne veut déléguer que Margaret vient à Paris en mai 2002. Elle arrive de Bruxelles pour rencontrer une fille, une possible escorte. Margaret lui a donné rendez-vous dans un café près de la place de l'Étoile, à côté de l'hôtel dans lequel elle a ses habitudes. L'occasion est trop belle pour les policiers de la BRP. L'arrestation de Margaret MacDonald se passe tranquillement, sans cris, sans heurts. Dans la foulée, les hommes de Daniel Rigour perquisitionnent la chambre d'hôtel. Et pour eux, c'est le jackpot. Margaret comprend qu'ils vont saisir son ordinateur et que c'est donc fichu. Elle faisait la tête quand on a pris l'ordinateur. Daniel Rigour. Parce qu'elle savait qu'on allait le décrypter et de l'analyser complètement. Margaret note absolument tout dans cet ordinateur. Chacune des passes de ses escortes y est répertoriée, et ce depuis près de 7 ans. Pour Daniel Rigour, cet ordinateur, c'est un don du ciel, presque inespéré. Il nous sort le listing donc de toutes les filles qui sont sous contrat avec Margaret MacDonald. Et il y en a plus de 400, 430 si j'ai bonne mémoire, et une vingtaine de garçons. Pour la brigade de répression du proxénétisme, la prise est énorme. Margaret est conduite dans les locaux de la BRP, au 36 quai des Orfèvres. Ce jour-là, je dois dire qu'elle est assez sonnée, assez marquée et assez abattue quand même. Le visage assez froid, ça c'est ce qui marque. Je me souviens l'avoir croisé rapidement dans les couloirs. C'était pas quelqu'un de très engageant. Mais on peut pas demander non plus à des proxénètes qui sont en garde à vue d'avoir un visage engageant quand ils sont en garde à vue à la mondaine. C'est pas toujours possible, bien sûr. Elle dit, mais moi, je suis une businesswoman, c'est tout. J'ai une agence, certes, je contacte des jeunes femmes et je les mets en relation avec des hommes qui veulent passer une soirée parce qu'ils sont en déplacement à Paris et qu'ils veulent de la compagnie agréable pour discuter, pour disserter ou pour présenter comme secrétaire de direction, s'ils ont un dîner d'affaires. Quand Axel apprend que Margaret est en garde à vue, pour la jeune femme, c'est à la fois une surprise et un choc. Quand j'ai su qu'elle s'était faite arrêter, j'étais à l'époque en Guadeloupe, en vacances, et je suis revenue sur Paris très vite, parce que c'est une femme qui, malgré tout, m'avait fait gagner beaucoup d'argent. Et quand j'ai appelé des copines hôtesses de l'air qui avaient pu bosser pour elle, et que je leur ai dit il faut l'aider, personne n'a été là. Margaret est conduite à la prison de Fleury-Mérogis. L'instruction se poursuit. La Madame Claude Britannique, comme titrent les journaux, n'est jugée que 17 mois plus tard, le 23 octobre 2003. Ironie du sort, c'est le jour de son anniversaire. Margaret fête, si l'on peut dire, ses 44 ans. Pour nous, les correspondants britanniques à Paris à l'époque, John Henley, journaliste au Guardian. c'était un bon moment parce que, d'abord, évidemment, elle était anglaise, elle était britannique, donc il y avait un certain intérêt de ce côté-ci de la Manche. Mais en plus, il s'agissait du sexe et de Paris. Donc ça avait tout pour plaire, cette histoire. Au palais de justice de Paris, c'est l'effervescence. Beaucoup de journalistes veulent raconter l'histoire de cette proxénète pas comme les autres. Cette maquerelle hors norme qui a fait des études et parle 6 langues.
C'est vrai que c'est un profil parfois un petit peu atypique dans ce monde-là. On a plutôt tendance à croiser des gens qui sont plutôt des losers. Pendant le procès, Margaret adopte une attitude très théâtrale. Le procureur de la République se souvient de cette posture. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est effectivement son arrivée en blanc, cette espèce à la fois de laisser aller, mais d'affirmation d'elle-même. Marie-Hilda Guino, ancienne procureure de la République. C'était la femme qui voulait être jugée, et pas autre chose. C'est pourtant bien la proxénète qui est jugée. Mais la procureure va effectivement prendre en compte la particularité du dossier. Casier vierge, pas de violence vis-à-vis des escortes, pas de traite d'êtres humains. Alors qu'elle peut aller jusqu'à 10 ans de réclusion, Marie-Hilda Guino n'en requiert que 6. Le tribunal condamne finalement Margaret MacDonald à 4 ans ferme et à l'amende maximum, 150 000 €. Margaret retourne en prison. Elle y a déjà passé 1 an et demi. Axel est alors son unique lien avec l'extérieur. Pour elle, c'était jour de fête quand je venais, 2 fois par semaine. Je crois que c'était le mardi et le vendredi ou le mardi et le jeudi. Même entre 4 murs, Margaret réussit à jouer de son autorité auprès de son ex-escorte. On s'écrivait parfois 3 fois par jour. Axel. Elle me suppliait, en tout cas, de lui envoyer au moins 1 à 2 cartes, pas lettres, par jour, pour pouvoir tapisser les murs sordides de sa cellule de prison. Elle m'avait clairement fait comprendre très rapidement qu'il fallait que je lui envoie des mandats cash. Donc au moins 1 à 2 fois par semaine, je lui envoyais des mandats cash. Elle m'avait promis qu'elle me rendrait tout en sortant de prison. Et qu'elle me revaudrait au centième ce que j'avais pu lui rendre comme service. Elle avait vraiment une emprise sur moi, cette Margaret. Margaret ne va pas passer 4 ans en prison. Au bout de 2 ans de détention, elle peut sortir. Sa peine est aménagée. À sa sortie, Margaret MacDonald accepte de vivre une aventure bien particulière. Elle se met en scène sous toutes les coutures pour les besoins d'un documentaire. C'est drôle, c'est ma vengeance pour avoir souffert pendant 33 ans à cause d'un tas de connards. Les images de la chaîne de télévision anglaise, Channel 4, sont les seules qui existent de Margaret MacDonald. Elle a d'ailleurs probablement touché une coquette somme d'argent, comme il est d'usage en Angleterre pour accepter d'être ainsi suivie. Pour Margaret, ce film sonne d'ailleurs comme une tribune. Il lui permet de rétablir sa vérité. Gérer un service d'escorte est légal dans un tas de pays. Juste parce que c'est illégal en France et que je suis allée en prison pour ça, pourquoi je devrais en avoir honte ? Toute honte bue, Margaret MacDonald laisse même entendre qu'elle a ouvert plusieurs comptes sur l'île de Jersey, un des paradis fiscaux les plus courus au monde. Et si vous pouvez aussi faire ça sur mon compte à Jersey ? Visiblement, avec l'argent placé, Margaret avait de quoi voir venir. Mettre 40 000 livres sur l'autre compte de Jersey. Elle m'avait dit, tu sais, quand je sortirai de prison, je vais monter la plus grosse agence d'escorte du monde et tu seras mon bras droit. Mais elle le pensait vraiment. Axel a aujourd'hui perdu tout contact avec Margaret. Personne ne sait où elle est, à part peut-être son avocat. Qu'est devenu l'énigmatique MacDonald ? Aujourd'hui, chacun ne peut que tirer des plans sur la comète. Quand on a goûté à l'argent facile, on peut difficilement revenir à une vie normale. J'imagine qu'elle a dû monter un bordel quelque part en Europe. C'est très probable. Ou alors un site internet. J'imagine qu'elle doit gagner de l'argent toujours dans ce même milieu-là. Mais je ne pense pas qu'elle commette le risque d'en revenir en France. Je l'imaginerais assez volontiers, quitte à ce que ça fasse rire, dans quelque chose du genre ONG. Marie-Hilda Guino. Elle a tourné la page, elle mène une vie bien loin aujourd'hui de celle qu'elle a pu mener à l'époque, et ça je peux vous le dire. Emmanuel Marcini, avocat de Margaret MacDonald. Sans peur d'être démenti ni contredit. C'est marrant, on a du mal à cerner cette personnalité, ce sourire, ce regard. Et vous voyez, elle avait tendance à se tenir un peu comme ça. Elle était complexée, elle avait la tête un peu rentrée. Elle était, vous voyez qu'elle n'était pas bien dans ses baskets, cette femme. Mais oui, on la reconnaît parfaitement, c'est tout à fait elle. Elle avait les cheveux un peu gris quand même. C'est vrai qu'elle était toujours très enjouée quand on allait au restaurant, souriante, elle faisait jamais la gueule et tout. Mais ça restait quelqu'un de dur et d'assez renfermé.
C'est pas un très bon souvenir au final. Vous venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.